prochain conférencier, donc il a déjà été annoncé, c'est Philippe Blanchet. Donc Philippe Blanchet qui est professeur à Rennes 2. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Philippe Blanchet? C'est lui qui a théorisé donc en 2005 ces questions donc, qui nous intéressent aujourd'hui de langue minoritaire, minorisée, minorée, quelle terminologie utiliser. Et donc c'est pour ça qu'on le reçoit aujourd'hui. Et je ne sais pas si ça a été dit, mais vous aurez toutes les présentations, comme on est un workshop international, vous aurez toutes les présentations en français et en portugais. Donc là on a fait un site, vous pouvez avec le code QR, vous pouvez le scanner et vous aurez la présentation dans la langue de votre choix, il suffira juste de cliquer dessus. Et sinon il y a aussi un support de présentation pour les gens qui vont présenter, donc vous le verrez là. Et tout de suite, oui voilà exactement. Je vous laisse avec la conférence de Philippe Blanchet, donc qui va durer environ 45 minutes. Et après, on aura le temps pour une discussion avec la salle, des questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter, etc. Et on y répondra avec plaisir après. Merci beaucoup pour votre présence. Merci de cette invitation à revenir sur cette proposition de modélisation théorique que j'ai faite, comme ça a été rappelé, il y a 20 ans cette année. Elle n'est pas toute jeune, mais vous aurez droit à une innovation tout à fait fondamentale sur le plan épistémologique, puisque désormais mon schéma est en couleur. Grâce à un ami et collègue technicien à Rennes 2 l'année dernière, il m'a dit quand même ton schéma il est un peu ringard en noir et blanc, je vais t'arranger ça. Donc l'idée ici aujourd'hui, c'est de revenir sur cette proposition que j'ai faite, mais que j'ai heureusement continué à utiliser, à travailler, à essayer d'intégrer dans un appareil théorique complet depuis 2005, la première fois où je l'ai proposé. Et donc pour ce faire, je vous invite à suivre avec moi un petit chemin, voilà, avec un titre intercompréhensible du coup, puisque l'une des choses que je peux vous confirmer, c'est que quand je fais des conférences au Brésil, je les fais régulièrement en provençal, et les gens comprennent très bien. Donc il y a de l'intercompréhension entre langues romanes, surtout quand vous avez la chance comme moi de parler la langue romane qui est au centre de la romanité, et que du coup tous les locuteurs de toutes les langues romanes peuvent comprendre, ou presque. Bref, donc voilà le petit chemin que je vous propose. D'abord de revenir, mais ça a été déjà un peu évoqué, sur la nécessité d'avoir une réflexion scientifique sur la question de la terminologie conceptuelle pour parler des questions qui nous réunissent aujourd'hui. Puis je vous proposerai le fameux schéma en couleur que je ne vous montre pas pour l'instant, histoire de faire durer un peu le suspense, que je vous commenterai en vous expliquant pourquoi il est conçu comme il est. Et puis quelques suites quand même, parce que il ne suffit pas, d'ailleurs ça fera le lien avec la conférence qui suivra de mon collègue, il ne suffit pas de réfléchir au processus de minoration, minorisation, minoritarisation, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, encore faut-il réfléchir à sur quoi ce processus porte, de quoi il s'agit quand on parle de langue minorée, minoritaire, minorisée, etc. Et je pense qu'on a besoin d'un appareil théorique complet et cohérent pour rendre compte de ces phénomènes-là. Donc voilà pourquoi je reviendrai au début, mais ok, on parle de minoration, minorisation, mais de quoi? Minoration, de quoi? Ça coule pas de source, vous verrez, enfin il me semble en tout cas. Et puis si on pense qu'il y a un processus de minoration, minorisation, minoritarisation, et qu'on a de bonnes raisons de penser que ce processus doit être renversé, une question qui se pose aussi, c'est par quel processus on peut renverser et comment on peut majoritariser ce qui a été minoritarisé. Et ça invite à avoir une théorie d'intervention, alors que dans mon cadre théorique, j'appelle glottopolitique, en tout cas d'intervention de politique linguistique, et il me semble important, mais on en discutera, hein, il me semble important que tout ça, ça s'emboîte bien. C'est-à-dire qu'on ait une théorisation du processus de minoritarisation qui soit cohérente avec une théorisation de qu'est-ce que c'est qu'une langue, et qui soit cohérente avec une conceptualisation de qu'est-ce que c'est qu'une glottopolitique. Et si l'ensemble est cohérent, peut-être que ça marchera moins mal, vous voyez, je suis quand même prudent hein, dans mes objectifs, que si le tout est incohérent. Voilà. Et une petite précaution quand même dès le début, alors ça s'appelle un modèle parce que c'est une représentation
sémiotique, synthétique d'une dynamique sociale en fin de compte, hein, puisque moi je suis sociolinguiste, donc j'étudie des phénomènes sociaux par leur facette linguistique, mais c'est pas un modèle au sens qu'il faut absolument l'imiter. Je ne prétends pas venir apporter la bonne parole, c'est pas du tout mon propos, hein. L'idée c'est que chacun s'approprie ou pas, critique ou pas, réfute si possible, et c'est très bien si c'est le cas, la proposition que je vais vous faire, mais en tout cas c'est de contribuer à une réflexion commune pour essayer d'affiner un peu les outils conceptuels avec lesquels on travaille. Alors avant de vous montrer l'image, la première image, revenons sur la nécessité. Ça a été rappelé, moi j'ai été frappé dès le début de mes travaux sur ces questions-là. J'ai soutenu ma thèse en 1986 sur l'irruption du français en Provence et le contact avec la langue dite régionale, locale et les effets que ça a produit, y compris en termes de variation du français. Donc ça date pas d'hier quand même tout ça. Mais j'ai toujours été frappé par le fait, et ça a été rappelé, qu'il y a une terminologie très fluctuante qui circule, y compris au sein de ma propre unité de recherche, qui a pour objet principal les fameuses langues minoritaires, hein, ça fait partie de notre intitulé, dans Celtic BLM, ça veut dire Centre d'études des langues, territoires et identités culturelles, Bretagne et langues minoritaires. Vous voyez, paf, on aboutit à minoritaire. Ben, même dans nos usages entre nous, il y en a qui disent minoré, d'autres qui disent minorisé, d'autres qui disent minoritaire, sans que jamais les choses soient clarifiées, précisées. Or, d'une part, je pense que ça introduit de la confusion et que notre travail, au contraire, c'est d'essayer de clarifier, sans le simplifier, le monde social dans sa complexité. Et d'autre part, il n'est pas impossible du tout que finalement, on parle de choses différentes en employant ces termes différents. Et ça rajoute de la confusion sur un sujet qui est déjà passé. Voilà pourquoi je me suis dit, il faut faire une proposition. Alors, à l'époque où j'ai fait la proposition du schéma en question, allez, je vous le montre. À l'époque où j'ai fait la proposition du schéma en question, j'avais fait une enquête dans un nombre assez important d'ouvrages de sciences humaines et sociales qui pouvaient s'intéresser à ces questions-là, et je m'étais rendu compte que la terminologie qui circulait, à cette époque, probablement que ça a changé depuis, prenait surtout en compte un critère, mais très majoritairement un critère qui était un critère quantitatif. Hein. On parlait de minorité, de minoritaire, quand on comptait quelque chose qui était présent dans une proportion moindre par rapport à une autre chose. Tout ceci restant relativement flou. Or, de mes travaux de sociolinguistique et de beaucoup de travaux de mes collègues que je lisais et que je continue à lire, je tirais plutôt la conclusion que l'essentiel était du côté du qualitatif et pas du côté du quantitatif. Et qu'il fallait donc attirer l'attention, non pas sur un phénomène de proportion moindre de locuteurs, d'usage, etc., de corpus, comme on dit souvent, mais qu'il fallait probablement mieux attirer l'attention sur ce que j'ai appelé donc une valuation sociale, parce que là aussi il n'y avait pas les mots, hein, mais on va dire en gros un statut et des représentations sociales qui étaient davantage d'ordre négatif que d'ordre positif, d'ordre péjoratif que d'ordre amélioratif. Voilà d'où je suis parti pour faire la proposition en question. Alors, je vous explique comment c'est conçu. D'abord, vous voyez, mais ça c'est un classique de mes schémas théoriques, que ça fonctionne avec ce qui ressemble à un cercle, à une boucle. Mais j'ai pris soin de mettre une petite bulle ici. Vous voyez la souris sur l'écran? Ouais. J'ai pris soin de mettre une petite bulle ici parce que je ne suis pas assez doué sur le plan des outils graphiques pour le représenter mieux, pour dire que ce n'est pas une boucle qui tourne sur elle-même, c'est une hélice. C'est-à-dire qu'en tournant, ça se déplace. Hein, comme l'hélice d'un avion qui, tournant sur elle-même, fait avancer. C'est-à-dire que c'est un processus qui n'est pas un processus stabilisé, c'est pas une situation qui est bloquée sur elle-même, mais c'est une situation, un phénomène, un processus qui est en cours de changement ou de réactivation en permanence, mais en tout cas qui se déplace à travers des temporalités, des espaces, etc. Hein. Donc voilà pourquoi ça ressemble à une boucle, mais ce n'est pas tout à fait une boucle, c'est une boucle qui est mouvante, on va dire, qui est dynamique. Alors, voilà pourquoi une boucle. Bon, c'est aussi parce que l'une de mes références épistémologiques, là, pour de vrai, du coup fondamentale, c'est la pensée complexe d'Edgar Morin. Et Edgar Morin m'a appris, a appris à beaucoup de gens à penser
sans système de causalité linéaire, mais au contraire avec un système d'intrication permanente des causes et des effets. Les effets produisent les causes produisent les effets, les effets sont les causes des causes en même temps que les causes sont les effets des effets. Ça, c'est histoire de vous plonger un peu dans du Morin de bon matin, ça fait toujours du bien. Bref, et donc il y a bien l'idée que il ne faut pas penser en linéarité, mais il faut penser en phénomène émergent. Hein, la notion d'émergence est très importante chez Edgar Morin, avec l'idée, alors pardonnez-moi de prendre cette image, enfin j'en prends deux en général, pour rendre compte de cette idée qu'il y a des processus qui émergent parce qu'ils sont l'objet de phénomènes récurrents. Si vous les trouvez trop prosaïques, eh bien, je suis désolé. Le premier, c'est l'eau qui bout, hein, l'ébullition. Le phénomène ébullition n'existe que parce qu'il y a des énergies, des forces qui entrent en relation, y compris en relation contradictoire, puisqu'en même temps ça chauffe et en même temps ça refroidit, pour permettre à un certain moment l'émergence d'un processus. Et ce processus ne se maintient qu'à condition que les éléments qui le font exister continuent à interagir entre eux. D'où, vous voyez pourquoi la notion de boucle un peu partout, hein, des éléments qui interagissent et qui permettent l'émergence et le maintien d'un processus. L'autre exemple que je prends, parce que c'est important aussi en termes d'analyse systémique, c'est la bicyclette. La bicyclette comme exemple de ce qu'est un équilibre dynamique. C'est-à-dire qu'une bicyclette ne tient en équilibre qu'à condition qu'elle soit agie par des forces contradictoires qui la font bouger. Si ces forces contradictoires, donc qui sont en même temps des causes et des effets, puisqu'elles sont contradictoires, cessent d'interagir, ben vous savez bien ce qui se passe, la bicyclette tombe et la personne qui est dessus se casse la figure en même temps. Hein. Il y a donc bien l'idée que pour qu'un phénomène se maintienne, il faut qu'il se déplace, symboliquement, entendez-moi bien, hein, et que pour ça, il faut qu'il y ait des forces antagonistes qui agissent ensemble pour créer le phénomène en question. Ce qui m'amène au point suivant, qui est d'attirer votre attention sur le fait que vous voyez que non seulement ça parle de quelque chose qui a comme racine minore, dans minoration, minorisation, minoritarisation, mais ça parle en même temps d'un phénomène complémentaire et à mon avis indissociable qui a pour racine major, avec majoritarisation, majorisation, majoration. Parce que l'idée, c'est que pour qu'il y ait un phénomène social comme celui-là, il faut qu'il y ait tension entre deux forces antagonistes, que sont d'un côté des forces mineures et de l'autre côté des forces majeures. Pour vous le dire de façon peut-être un peu rapide, il ne peut pas y avoir, je vais garder la terminologie la plus courante, il ne peut pas y avoir de langue majoritaire, de langue minoritaire s'il n'y a pas de langue majoritaire. Il n'y a pas de minoration sans majoration. Un peu comme si, alors je vais le dire en termes bourdieusiens, puisque j'ai la réputation d'être un sociolinguiste bourdieusien, ce qui personnellement me flatte plutôt, mais il y a des gens pour qui c'est pas forcément une qualité. Comme si, on va le dire comme Bourdieu parlait de ces questions-là, il y a un capital global à partager. Et la question, c'est le partage du capital. Évidemment, là, ce n'est pas du capital économique, c'est du capital culturel, du capital symbolique. Il y a un partage de capital. Et ceux qui sont du côté major sont ceux qui ont réussi à s'emparer de la plus grande partie du capital. Ceux qui sont du côté minor sont ceux à qui on laisse le moins possible de capital. Mais avec l'idée qu'il y a bien une globalité de ce que j'appelle la valuation sociale, donc de valeur qu'on peut donner à l'ensemble des ressources linguistiques dans une société, et qu'il y a des tensions, des luttes pour s'accaparer, pour conserver du capital socio-linguistique. Et donc je crois vraiment que si on veut analyser ce qui se passe quand il y a un phénomène de minoration, il faut qu'on analyse en même temps, dans la même société, ce qui se passe en termes de majoration. Qu'est-ce qu'on majore et comment permet de mieux comprendre ce qu'on minore et comment, et réciproquement. Voilà pourquoi minor et major sont sur le même schéma qui, à l'origine, et en l'occurrence ici pour nos réflexions communes, porte sur quelque chose qui est plutôt du côté du minor. Hein. Mais je pense vraiment qu'il n'y a pas de minor sans major et qu'on ne peut pas se passer de la moitié du processus, d'au moins la moitié des forces du processus si on veut comprendre le processus.
Pour prendre un exemple tout simple, hein, les langues dites régionales de France sont dans la situation où elles sont, en tout cas en France européenne continentale, la situation est différente dans beaucoup d'outre-mer, pas seulement parce qu'elles sont minoritarisées, mais parce que le français est majoritarisé. Si on ne majoritarise pas le français, c'est plus du tout la même problématique pour les autres langues dites régionales de France. Donc voilà pourquoi du minor et du majeur. Alors ensuite, chacune des petites étiquettes. Donc, sur la partie qui est à gauche ici, j'ai proposé d'utiliser le dérivé en ation pour parler des aspects qualitatifs. Et donc de dire quand il y a minoration ou quand il y a majoration, c'est qu'on est du côté de la valuation qualitative des ressources linguistiques dans la société. Statut, représentation, institutionnalisation. Dans mon modèle théorique d'analyse de ce que sont les langues, je distingue pas deux pôles mais trois, dont un pôle qui s'appelle l'institutionnalisation, hein. Mais du côté des représentations et des institutionnalisations, il y a quelque chose qui est du côté de la valeur qualitative qu'on accorde, alors qui peut être très faible ou très forte, aux ressources linguistiques disponibles dans la société en question. Donc il y a l'idée qu'on minore en même temps qu'on majore un certain nombre de ressources linguistiques. De l'autre côté, sur la partie droite, vous avez la dérivation en isation. Elle porte sur le quantitatif. La minorisation, c'est le fait de créer un processus qui fait que certaines ressources linguistiques vont être proportionnellement dans une situation quantitativement moindre que d'autres ressources linguistiques. Par exemple, il y a moins de gens qui les parlent que d'autres variétés linguistiques. Par exemple, il y a moins de situations de communication dans lesquelles elles sont utilisées. Par exemple, il y a moins de corpus écrits, ou pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? On est du côté du quantitatif, du proportionnel. Ce qui va soulever une question radicale et très complexe, c'est comment on calcule la proportion? Parce que pour qu'il y ait une proportion, il faut calculer par rapport à quelque chose. Par rapport à quoi, hein? Si je vous donne un exemple qui est banal dans les informations qu'on donne sur les langues dites régionales minoritaires de France, si on vous donne un chiffre, comme je l'ai vu dans pas mal d'études de l'INSEE ou du ministère de la Culture encore récemment, où on fait la proportion, par exemple, d'usage dans la vie dite culturelle, la chanson, le théâtre, la radio, la musique, etc., ou des gens qui déclarent utiliser ou comprendre ces langues, par rapport à l'ensemble de la France, évidemment, ça fait une proportion basse, mais ça pose un vrai problème. Quelle pertinence ça a de mesurer le nombre, par exemple, je vais prendre un truc de base, hein, de locuteurs et locutrices du breton, du basque, du corse ou du créole réunionnais par rapport à l'ensemble de la population qui vit en France. Puisque l'organisation socio-historique de la société française fait que ces langues ne concernent pas potentiellement la totalité de la population française. Donc on rajoute dans la proportion des gens qui sont du côté des usages du français, ce qui va permettre proportionnellement de minoriser davantage, dans l'annonce des chiffres, qui sont toujours très dangereux, qu'il faut toujours prendre avec beaucoup de prudence, de minoriser davantage la situation des langues dites régionales minoritaires, qui peuvent être aussi des langues non pas régionales, mais venues d'ailleurs. Il ne faut pas les oublier, c'est important bien sûr. Donc, du côté gauche, minoration, majoration, c'est du qualitatif. Du côté droit, minorisation, majorisation, c'est du quantitatif, avec tout le problème de savoir ce qu'on compte et comment on le mesure. Mais chaque chose en son temps. Hein. Mais vous voyez que déjà, je vous propose, enfin j'espère que vous le recevez comme ça, je vous propose une clarification hein, de la terminologie. Donc quand on dira une langue minorée, ça veut dire qu'on parle de son statut. Quand on dit une langue minorisée, ça veut dire qu'on parle de la proportion de ses usages. Il reste à définir quels usages et quelles proportions. Hein. Vous voyez bien, tout ne s'arrête pas là. Hein. Et ce que je propose, c'est de considérer qu'il y a un phénomène de minoritarisation quand il y a conjonction des deux, quand c'est à la fois minoré et minorisé. Et il me semble que c'est important d'identifier la conjonction des deux, parce que les deux ne vont pas ensemble dans toutes les situations. Par exemple, la plupart des variétés du français parlé, ordinaire, familier,
sont minorées. Leur statut, leur valeur sociale est moindre que d'autres variétés du français. Elles sont minorées. Mais elles sont majorisées puisqu'elles sont utilisées par l'immense majorité des francophones. Pour autant, on ne peut pas dire qu'elles sont majoritaires puisqu'elles ne remplissent pas les deux critères qui permettent d'être majoritaires. D'avoir à la fois un statut majoré et des pratiques majorisées. Et ça permet de distinguer des situations où l'un des deux pôles est rempli mais pas l'autre. A l'inverse, vous pouvez avoir des situations de forte minorisation de pratiques linguistiques, de variétés linguistiques qui sont fortement majorées. C'est le cas de la plupart des variétés standards des grandes langues internationales, qui sont, d'après des études par exemple de sociolinguistes britanniques, le BBC Queen's English serait utilisé par autour de 5 à 10% de la population des anglophones du monde, et encore pas tout le temps. Ça n'empêche pas que c'est une variété extrêmement majorée sur le plan qualitatif. Vous voyez, ça permet... Voilà. Et il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens sur Terre qui utilisent massivement des langues minorées. Quand on est du côté du minor, on n'est pas forcément les moins nombreux. Ce qui soulève toute une série de questions sociopolitiques, évidemment. Quand vous prenez les situations des langues dites régionales de France d'outre-mer, petit clin d'œil à la droite, à ma droite là-bas, vous êtes dans des situations, pour prendre la situation de la Réunion, qui est une de celles sur lesquelles je travaille depuis longtemps avec mes collègues de la Réunion, que je crois avoir à peu près comprise, on est clairement dans une situation où l'usage du créole réunionnais est minoré, mais où il n'est pas minorisé. Parce que c'est la langue principale des échanges de la vie quotidienne, et d'après les études, il y a des débats sur les chiffres comme toujours, mais c'est la langue avec laquelle la majorité des enfants qui grandissent à La Réunion arrivent à l'école quand ils entrent à l'école. Pas en parlant français, en le comprenant sans doute probablement, y compris à cause de la proximité des deux langues, mais en parlant créole. Donc vous voyez bien qu'on peut à la fois être dans une situation de langue dite régionale de France, reste à savoir si cette étiquette est satisfaisante et acceptable. C'est pour ça que je mets toujours un dit, parce qu'elle est tout à fait sujette à caution. Moi, elle me pose plus de problèmes qu'elle me rend service, donc a priori, je ne suis pas satisfaite par la notion de langue régionale, mais on peut être dans une situation où une langue dite régionale de France, et c'est pas vraiment ce qu'on vit en France européenne continentale, pour ne pas dire en France métropolitaine, où cette langue est la langue quotidienne de la majorité de la population, mais où son statut est un statut minoré, ce qui met la majorité de la population dans une situation socialement, politiquement, juridiquement difficile. Et ça me semble important de pouvoir rendre compte de ces situations-là. C'est pas parce que la majorité des gens utilisent une forme linguistique qu'ils n'ont pas de problème. Et c'est pas parce qu'une langue est utilisée, ou une variété linguistique est utilisée par peu de gens, ou dans peu de situations, que ça pose des problèmes aux gens en question parce qu'ils ne sont pas nombreux. Les dominants n'ont pas besoin d'être dominants quantitativement. Ils ont besoin d'être dominants qualitativement pour dominer. Principalement qualitativement. Il vaut mieux qu'ils le restent d'ailleurs, parce que du coup, s'ils deviennent majoritaires, ils perdent leur domination. Elle se dilue. D'où tous les systèmes de discrimination, de filtrage, y compris linguistique, que j'ai proposé d'appeler glottophobes, pour empêcher l'accès des dominés aux sphères de domination, avec un prétexte linguistique. Tu parles mal, tu ne parles pas le bon français, tu ne parles pas la bonne langue, et donc tu ne peux pas accéder à ces positions de pouvoir. Donc voilà pourquoi il me semble important de distinguer minor, majeur, de distinguer le qualitatif, le quantitatif, et de distinguer de tout ça la conjonction ou non du qualitatif et du quantitatif. Ça va, vous me suivez jusque-là? Je sais, bon matin c'est un peu rude, hein, en plus le café vous l'avez après, vous ne l'avez pas avant, mais ça j'y suis pour. Alors, pour terminer la présentation un peu rapide, hein, parce qu'il faut du temps pour la discussion de ce schéma, vous voyez qu'il y a en haut à droite et en bas à gauche, ici et ici, un concept à deux facettes, qui est le concept de gravitation-attraction, ou le concept de gravitation-satellisation. Alors ça vient à la fois de propositions de Louis-Jean Calvé, notamment la notion de gravitation, de force gravitationnelle
des langues, ça vient notamment de son ouvrage de 99 qui s'appelle « Pour une écologie des langues du monde », hein, où il présente les rapports entre les langues en termes de galaxies avec hypercentrale, supercentrale, etc. et des systèmes d'attractivité. Hein. C'est pour ça qu'il parle aussi de poids, puisque comme vous le savez, le poids est le résultat d'une impression relative qui est due à une force d'attraction. Le poids n'est que, enfin des physiciens vous diraient ça mieux que moi, hein, mais n'est que la puissance d'attraction de ce qui vous donne du poids et vous retient collé par exemple à la surface de la Terre. L'idée c'est quoi? C'est que les systèmes sociolinguistiques, par leur mouvement permanent, par leur processus permanent, provoquent un effet de gravitation. Et que, quand on est du côté du major, la gravitation s'exerce pour attirer les minors vers soi, les faire entrer dans sa sphère, ce qui fait que je vais rester pour l'instant en termes de variété linguistique. Les variétés linguistiques sont amenées à graviter autour, les variétés linguistiques minorées et éventuellement aussi minorisées, donc minoritaires, sont attirées pour graviter autour de la ou des variétés linguistiques majorées, majorisées, majoritaires, avec l'idée qu'elles en deviennent dépendantes. Et que ce que ça va produire, par exemple, c'est le fait de les aspirer au point même de les englober, de les phagocyter, pour reprendre la notion de glottophagie de Louis-Jean Calvet, hein, avec l'idée que cette variété linguistique-là va perdre son éventuelle individuation préalable, je dis bien éventuelle, elle n'a pas toujours existé, et va être considérée comme une variété de la variété attractive, donc ça va aller jusqu'à aspirer, phagocyter, faire entrer dedans. Non mais ce que vous parlez, ce n'est pas une langue différente, c'est juste une façon différente de parler la même langue, grand classique des situations de langue dites minoritaires, hein, mais aussi sans les aspirer complètement, de leur imposer toute une série de modèles, puisque comme on est attiré par le centre de gravitation, on ne regarde que vers le centre de gravitation, et c'est là qu'on va puiser. C'est là qu'on va puiser, par exemple, les innovations lexicales. C'est là qu'on va puiser les systèmes d'écriture. C'est là qu'on va puiser l'organisation de la politique linguistique. Moi, je suis frappé par le fait que, très souvent, j'en parlerai plus tard, mais les mouvements militants de défense, promotion, revitalisation, revernacularisation des langues dites minoritaires imitent les systèmes glottopolitiques des langues que, pour faire court, je vais appeler majoritaires. Et donc, elles sont standardisées, donc il faut qu'on standardise. Elles sont écrites comme ça, donc il faut qu'on écrive comme ça. Elles sont utilisées dans telle situation, il faut qu'on utilise la langue dans les mêmes situations. Hein. Il y a une sorte de mimétisme qui est créé par l'attractivité du major. De l'autre côté, il va y avoir l'effet dans un phénomène de déminoritarisation, il va y avoir au contraire l'effet qui va conduire à sortir de l'orbite, à quitter l'orbite satellitaire pour, je vais venir juste après, dans la terminologie qui est la mienne et que je dois à Marcellesi, qui est ma référence théorique d'origine, hein, pour s'individuer, c'est-à-dire exister en dehors d'eux, le plus en dehors possible, totalement c'est difficile, le plus en dehors possible du centre gravitationnel. Avec l'idée que, ben non, on ne va pas imiter. On va emprunter nos mots ailleurs, ou on va inventer nos mots à nous. On va inventer notre propre système socio-linguistique. On va élaborer notre propre stratégie glottopolitique, etc., etc. Et ça, c'est aussi un phénomène qui est tout à fait attesté dans les interventions glottopolitiques. Pensez, alors on en parlait hier avec mes collègues et quasi-compatriotes italiens, mais pensez aux Corses, hein, qui, pour sortir de la satellisation de l'italien issu du toscan, ben justement, ont quitté la force d'attraction en disant « Non, non, mais nous, c'est pas de l'italien, c'est du corse. » Et comme c'est du corse et que par ailleurs, on est pris en même temps dans une autre force gravitationnelle qui est celle du système français, l'attraction de l'un a permis de sortir de l'attraction de l'autre. Ce qui ne veut pas dire que ça a résolu les problèmes, puisque du coup, on se retrouve satellisé dans un autre système.
Mais du coup, se trouvant entre deux systèmes, c'est peut-être une situation dans laquelle on peut produire des innovations glottopolitiques. Voilà. Voilà pourquoi ce double concept de gravitation, attraction, satellisation, qui me semble être un élément clé pour comprendre les rapports qu'entretiennent les majors et les minors. Parce que les majors et les minors ont un rapport dont on peut rendre compte avec cette métaphore de la gravitation qu'a proposé Louis-Jean Calvé, de la satellisation qu'a proposé bien avant d'ailleurs, Jean-Baptiste Marcellesi. Mais vous voyez qu'il y a toute une série de propositions théoriques que, d'une certaine façon, on peut réintégrer dans un ensemble cohérent à un moment donné. Enfin, en tout cas, que j'espère cohérent et que je crois cohérent en ce qui me concerne. Et puis je termine avec mes petites étiquettes jaunes en bas à droite, qui à la fois complètent la notion de dynamique hélicoïdale, avec l'idée que c'est des phénomènes qui tournent, mais qui tout en tournant se déplacent virtuellement, on va dire, symboliquement, pas forcément géographiquement. L'idée que tout ça se déploie dans des temporalités, que tout ça se déploie dans des espaces, que tout ça se déploie dans des organisations sociétales, donc collectives, et que tout ça se déploie aussi dans des interactions des acteurs, c'est-à-dire du côté des individus. Ce qui fait que ces phénomènes existent, qu'il y a une émergence de ce type de relation major-minor, c'est le fait que ça se déploie à travers des individus, à travers des collectifs, qui vivent dans des espaces et qui sont dans des histoires. Et il ne faut pas ignorer la dimension historique, la dimension géographique, la dimension collective et la dimension individuelle de ces phénomènes-là. Et si j'ai mis 2 fois l'étiquette, c'est parce que il y a d'une part la dynamique des acteurs et des instances, j'y reviendrai un peu après, mais il y a la dynamique, on va dire, du côté des humains qui font, qui animent, qui vivent, qui provoquent, qui subissent ces phénomènes, et il y a aussi les mêmes dimensions du côté du processus lui-même. Une chose qui est frappante, c'est que, par exemple, en termes de temporalité, les temporalités humaines et les temporalités des processus sociolinguistiques coïncident rarement. Et si on essaye de comprendre les temporalités sociolinguistiques uniquement en les mesurant par rapport du point de vue des temporalités humaines, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Si on essaye, à l'inverse, de voir uniquement les temporalités humaines et pas les temporalités des processus, on ne comprend pas. Par exemple, une vieille question qui a beaucoup animé la sociolinguistique de ces questions-là, c'est la question du processus de substitution linguistique. Alors, est-ce que la diglossie produit un système équilibré, stable, donc durable, ou est-ce que la diglossie produit un système évolutif de substitution, donc non durable? Mon maître Edgar Morin m'a appris à répondre toujours les deux. C'est en même temps relativement stable, vu dans une certaine temporalité, notamment dans la temporalité humaine. À l'histoire d'une vie, on peut y voir une certaine stabilité dans certaines situations, pas dans toutes. Mais en même temps, c'est pas stable et c'est un processus de substitution dans la temporalité du processus lui-même sur une échelle plus grande. Les échelles de changement linguistique tout court, puisqu'il y a des linguistes dans la salle, je pense qu'ils confirmeront, et y compris les échelles de changement socio-linguistique, sont en général des échelles à long terme. Il peut y avoir des moments de précipitation, c'est clair. Hein. Moi, j'ai été frappé, par exemple, par la façon dont mes collègues créolistes ont rendu compte de l'émergence du créole à La Réunion, et il semblerait que ça se compte en quelques décennies seulement. Ce qui, pour moi, qui suis habitué de l'histoire des langues romanes initiales, celles qui sont sorties du latin, paraissait totalement inimaginable. Parce que nous, ça a pris des siècles. Et eux, ça a pris des... Donc, vous voyez, ça dépend des situations sociopolitiques et donc socio-linguistiques. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment penser que ces dimensions-là ne sont pas les mêmes telles que perçues par les humains qui les vivent, qui les font exister, qui les subissent, et du point de vue du processus global lui-même. Voilà pourquoi mes 2 petites étiquettes jaunes, au cas où elles aient attiré votre attention. Alors, je surveille l'heure en même temps, hein, je vous disais, tout ça, ça ne suffit pas. Parce qu'il se pose au moins, je ne suis pas parti dans le bon sens, si, je suis parti dans le bon sens, il se pose au moins 2 questions. Au moins. La première, c'est, bon d'accord, on dit qu'il y a quelque chose qui est minorisé, majoré, majorisé,
minoritarisé, majoritarisé. Je vous les répète pour que vous vous y habituiez, parce qu'au début c'est un peu compliqué tout ça. Mais c'est quoi? Sur quoi ça porte? De quoi on parle? Alors, ma position de sociolinguiste, et elle est très socio, je suis un linguiste très socio, beaucoup plus socio que linguiste, pour être très franc avec vous, ma position de sociolinguiste, c'est de considérer que ce qu'on appelle des langues, des variétés linguistiques, ou quel que soit le terme qu'on emploie, des idiomes, etc., gardons langue parce qu'en français, en tout cas, c'est probablement le terme le plus usuel. Ce qu'on appelle des langues, ça n'existe que parce qu'il y a des humains qui les font émerger. Il n'y a pas des langues qui sont des entités distinctes du monde humain, que les humains, dans lesquelles les humains iraient piocher. C'est un peu la vieille vision, enfin caricaturalement la vieille vision saussurienne, hein, la langue est là, et puis on va piocher dedans pour l'actualiser, on actualise la langue en parole, etc. Bon, d'un point de vue sociolinguistique, vous savez que la sociolinguistique s'est notamment construite historiquement sur la réfutation des dichotomies saussuriennes. Hein. D'un point de vue sociolinguistique, l'idée c'est que les langues sont des émergences qui sont produites et reproduites en permanence par les humains dans leur société. Alors d'une certaine façon, elles sont là avant, parce qu'il y avait d'autres humains avant dans des organisations sociales qui étaient déjà là. Mais en tout cas, elles ne sont jamais là en dehors. Il n'y a pas de langue, pardon, j'emploie langue, vous avez compris pourquoi, hein. Il n'y a pas de langue sans humain et sans société. C'est-à-dire qu'au fond, ce dont nous parlons quand nous parlons de langue, c'est des humains dans leur organisation sociétale. Et moi, c'est une chose à laquelle je suis très attaché, de dire que ce que j'étudie moi en tant que sociolinguiste, c'est l'organisation de la société à travers sa facette linguistique. Et non pas, mais on peut le faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon point de vue, et non pas d'étudier les langues. Alors encore moins en elle-même et pour elle-même, parce que sinon c'est pas la peine de mettre sociaux devant. Hein. Mais ma focale, elle n'est pas sur les langues, ma focale, elle est sur les gens. Ce qui veut dire qu'au fond, qu'est-ce qui est minoré, minorisé, minoritarisé? C'est les gens, c'est les groupes sociaux, à travers l'une de leurs modalités d'existence en tant qu'individu et en tant que groupe, que sont leurs ressources linguistiques. Parce que les langues sont des attributs des personnes, ça permet aux personnes d'exister en tant que personnes, et parce que les langues sont des attributs des groupes, des collectifs, des sociétés, puisqu'il n'y a pas de groupe humain sans attributs linguistiques propres à ce groupe humain. Comme vous savez, dès que, je prends toujours cet exemple, hein, mais dès que deux humains créent de façon stable une relation, c'est-à-dire ont des interactions régulières à travers le temps, ils vont développer un certain nombre de marqueurs linguistiques de l'existence de leur micro-groupe. Et je vous renvoie à vos usages familiaux, à vos usages de couple, à vos usages dans vos petits cercles amicaux. Je suis sûr que vous avez développé vos petites particularités linguistiques propres à ce micro-collectif-là, parce que les humains font toujours ça. Je ne connais pas, il ne faudrait pas dire toujours, parce que vous pourrez me dire, oui, mais moi j'en ai rencontré, bon, mettons peut-être. Mais en tout cas, tendanciellement, presque toujours, les humains font ça. C'est-à-dire que les collectivités sociales se développent une facette linguistique. Et donc, pour moi, la question, c'est pas tant la question des langues, la question des idiomes, que la question des droits des personnes et des groupes dans l'organisation du monde social. Ce qui m'a amené, comme vous le savez, à mes travaux sur les droits linguistiques, sur la glottophobie, les discriminations glottophobes, etc. Parce que finalement, les langues sont un élément qui signifie l'existence d'une personne, et c'est la personne qui est concernée. C'est pour ça que j'ai proposé de dire glottophobie et pas discrimination linguistique, comme vous le savez peut-être, parce que c'est pas les langues qu'on discrimine, c'est les personnes, et on prend pour base ce que parlent les gens pour les discriminer. De toute façon, les langues ne sont pas des sujets de droit, je parle sous le contrôle de gens bien plus compétents que moi dans la salle, alors que les personnes humaines sont des sujets de droit. Éventuellement, les collectivités sont des sujets de droit. Ok ? Et donc, je vous invite à vous poser la question. Après, vous avez le droit d'avoir la réponse que vous voulez. Moi, j'ai la mienne et elle me satisfait bien. Hein. Moi, j'ai la mienne, mais je fonctionne avec et ça m'a l'air de marcher. Hein. Mais voilà, ce dont on parle, c'est pas des langues, c'est des gens. C'est l'organisation sociolinguistique est une organisation de la société. C'est pas une organisation des langues. Même si ça peut paraître être une organisation des langues. Ah tiens, il y a Zoom qui est en train de se mettre à jour. Ah non, il y a des gens qui se connectent. Qu'est-ce que je dois faire là? Je peux fermer la fenêtre? Non. Non. Alors, qu'est-ce que je dis à Denise? Bonjour Denise. Juste pour partager l'écran, c'est ça?
Elle a fini par trouver le lien pour se connecter, parce qu'il y a pas mal de personnes qui semblent avoir eu. Mais pour certains, ça marche, pour d'autres, non. Ouais. On n'a pas compris, mais... Une forme de discrimination? Oui. Qu'est-ce qu'il y a sur la... Ça doit être des locuteurs qui parlent une minorée. Ouais. Minorisée. Ou au contraire, trop majoré, et ici on n'en veut pas. Puis on a dit qu'on ne voulait pas l'anglais, qu'on préférait parler d'autres langues. Alors je crois pas que Ah ben non, là non, ça ne marche pas. Okay. Non, je blague. Hein. Voilà, alors... ensuite, alors c'est à la fois un point de départ et un point d'arrivée, tout étant relatif évidemment, hein, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ce qui est du processus qui s'applique et qui est un processus éventuellement de minoritarisation. Qu'est-ce qu'on fait de ça, hein? L'un des problèmes qu'on va rencontrer dans notre domaine, mais c'est un problème général en sciences humaines et sociales, surtout en sciences sociales d'ailleurs, aux sciences sociales auxquelles je rattache la sociolinguistique pour ma part, c'est qu'on parle de phénomènes sociaux que les gens vivent dans leur vie quotidienne, dont les gens parlent dans leur vie quotidienne, avec un lexique ordinaire, qui est en partie le même lexique que celui qu'utilisent les chercheurs, ce qui ajoute de la confusion, évidemment. Hein. Quand moi je dis langue, c'est pas la même chose que quand on parle de langue dans la vie ordinaire, et quand il y a des gens qui disent patois, ils parlent pas de la même chose que ceux dont je refuse de parler en l'appelant patois. Tout simplement, vous voyez bien. Hein. Bon, on a ce problème-là. L'autre problème, c'est que dès qu'on est du côté des questions de minoration, minorisation, minoritaire, discrimination, et c'est un côté auquel je tiens et auquel je travaille, hein, on croise le champ de l'activisme. Et c'est très bien, je trouve ça très bien qu'il y ait des militants, des activistes comme on dit aussi. Hein. Le problème c'est que, le problème que ça va poser, c'est comment tenir une position scientifique et la nécessité de tenir une position scientifique qui ne soit pas captée par des enjeux militants. Et c'est pas simple, cette histoire-là, sur la question qui nous réunit, vous le savez bien, hein, à quel point la question des langues dites minoritaires, dites régionales de France est une question fortement investie, dans beaucoup de situations, pas dans toutes, par des mouvements militants, et que du coup, on va avoir affaire non seulement à l'idéologie linguistique dominante, circulante, mais aussi à l'idéologie linguistique de la militance, ou des militances, parce qu'elles ne sont pas d'accord entre elles la plupart du temps. Ce qui n'est pas étonnant, c'est le monde social est fait comme ça, d'humains qui ne sont pas d'accord. Je ne sais pas pourquoi ils seraient plus d'accord là qu'ailleurs. Moi, quand j'entends des responsables de l'État central dire à des militants de l'enseignement des langues régionales, ben, mettez-vous d'accord entre vous d'abord et après on verra, je réponds, pourquoi voulez-vous qu'ils se mettent d'accord entre eux? Vous êtes d'accord entre vous? À l'Assemblée nationale, ils sont d'accord entre eux avant de prendre des décisions. Il n'y a aucune raison que ces gens-là soient plus d'accord que les autres. C'est des acteurs sociaux comme les autres, avec toutes les tensions, toutes les différences, toutes les oppositions qu'il y a partout dans le monde social. En fait, c'est un faux prétexte pour refuser et ne rien faire. Donc on a ce problème-là. Or, le problème des militants, c'est qu'ils investissent. Pardon s'il y a des personnes qui se sentent militantes dans la salle, je le dis parce que ce n'est pas mon cas. J'ai toujours eu beaucoup de distance avec les mouvements militants, j'appartiens à aucun mouvement militant, je fais exprès. Je tiens à ma position scientifique. Et pardon, je souhaite blesser ou froisser personne. Mais le problème, c'est que les militants, ils ont un investissement qui est plus passionnel que rationnel, et c'est normal. Hein. Et du coup, comme ils sont plus dans le passionnel que dans le rationnel, ils tiennent des positions qui ne sont pas défendables rationnellement, mais auxquelles ils tiennent mordicus. Comme je disais récemment à un collègue, c'est quasiment impossible de convaincre un croyant que l'objet de sa croyance n'existe pas. Ça, c'est compliqué, parce qu'on est dans la croyance, qu'on n'est pas dans la connaissance et qu'on n'est pas dans la rationalité, dans l'argumentation. Or, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de choses qui sont aussi investies dans le champ politique par des mouvements politiques au sens noble du terme, militants, activistes, et ils vont dire, ce qui est minoré, ce qui est minorisé, ce qui est majoré, c'est ça. Et moi, évidemment, je leur réponds toujours, prouvez-le. Moi, j'ai besoin d'avoir une définition conceptuelle de ce que c'est qu'une entité sociolinguistique avec des critères et une méthode pour vérifier, 1, la validité ou la réfutabilité des critères, 2, que les critères sont remplis totalement, ok, ça rentre dans la boîte conceptuelle, partiellement, ok, ça y rentre un peu, mais ça peut rentrer dans une autre, ou pas du tout, et ça ne rentre pas du tout dans la boîte conceptuelle. Parce que je suis dans une posture scientifique. Et là, ça devient très compliqué. Parce que il faut avoir une théorie de la langue.
Pas de la langue au sens saussurien du terme, entendez-moi bien, hein, pas une théorie de la langue comme étant l'un des systèmes sémiotiques de communication propres à l'espèce humaine, mais de la langue comme entité distincte d'une autre, puisque ce dont nous parlons là, c'est pas de la langue en général, mais des langues au pluriel, hein, qui sont en situation, et les gens qui les parlent ou qui y sont attachés, d'être dans des relations de tension, de contradiction, d'opposition, de rapport de pouvoir, de domination ou d'hégémonie. Mais du coup, ok, mais vous parlez de quoi? Donnez-moi une définition. Dites-moi prouvez-moi que ça c'est bien une entité qui a une existence sociale et politique. À partir de là, elle peut faire l'objet des processus de minoration, minorisation, minoritarisation. Sinon, vous me parlez d'un truc qui n'existe pas dans le monde social. Et dans ce cas-là, c'est pas la peine d'essayer de réfléchir dans ces termes-là en tout cas, puisque ça ne peut pas s'appliquer à ces termes-là. Or, on est confronté à deux problèmes majeurs, et là, moi, j'ai une réponse, c'est le modèle de Marcellesi, mais tout le monde n'est pas obligé d'y adhérer, c'est que la plupart du temps, quand vous demandez aux gens, ok, tu me dis que telle langue est en situation de minoration, minorisation, minoritarisation par rapport, ok, comment tu définis la langue en question? Alors les gens me disent, ben si, c'est une langue puisque les gens qui la parlent se comprennent. Or, le critère de l'intercompréhension a été définitivement invalidé par la plupart des travaux, même pas sociolinguistiques, mais linguistiques, depuis très longtemps. Le premier qui l'a fait, c'est Antoine Meillet en 1920, qui a dit, mais on ne peut pas mesurer l'intercompréhension, ce n'est pas un critère, l'intercompréhension, il n'est pas objectivable, il n'est pas rationalisable. La preuve, c'est que quand je vais faire une conférence au Brésil et que je la fais en provençal, ils me comprennent. Est-ce que ça veut dire que le provençal et le portugais brésilien sont une même langue? Très clairement, non, parce que ce n'est pas ça le critère. Donc le critère spontané des gens, c'est l'intercompréhension. Par ailleurs, il est très fréquent qu'on ne se comprenne pas en parlant la même langue. Et ça a été énormément étudié, ça aussi. Donc voilà, les travaux sur l'intercompréhension ont montré que ce n'est pas un critère. Or, c'est le critère spontané qu'utilisent les gens dans une partie des cas. Mais très franchement, c'est un critère qui ne tient pas la route sur le plan scientifique, qui a été réfuté, qui est réfutable en permanence, même s'il est intuitif. Le problème, c'est que les connaissances scientifiques sont souvent contre-intuitives. L'autre critère, c'est le critère de la parenté typologique. Alors, il ne fonctionne pas non plus, puisque il y a une parenté typologique évidente entre la plupart des langues romanes, et pourtant, personne n'irait dire que le catalan, l'espagnol, le galicien, le portugais sont une seule et même langue, que le provençal et le portugais sont une seule et même langue, que le nord-occitan, mettons le limousin, cher à Lucie, c'est la même chose que du français. On ne dit pas ça. Ça veut bien dire qu'on mobilise d'autres critères que les critères de proximité typologique, sachant que c'est pas ceux qui vivent dans le monde social. Les gens n'ont pas de connaissance de critères typologiques. Ça, c'est des critères dialectologiques qui ont été élaborés au moment où on faisait des classifications dialectologiques et philologiques au XIXe siècle, qui n'avaient aucune préoccupation d'ordre sociolinguistique. La sociolinguistique n'existait pas, on ne peut pas leur reprocher évidemment, hein. Mais l'idée que les langues étaient des productions des humains dans les sociétés n'existait pas, un peu à cette époque-là. La preuve, c'est que même Saussure, il dit « oui, là, mais non ». Vous savez bien, vous connaissez le célèbre tour de passe-passe de Saussure. Donc, la question qui va se poser, c'est d'avoir aussi une théorie pour définir sur quoi porte, de quoi on parle, quand on parle de ces phénomènes de minoration, majoration, etc. etc. Alors, moi j'ai une réponse. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jean-Baptiste Marcellesi, l'un des fondateurs de la sociolinguistique en France, qui est le seul, à ma connaissance, mais je suis preneur d'autres informations, pourtant, croyez-moi, j'ai gratté, j'ai cherché, hein, à avoir élaboré une théorisation, une modélisation théorique des critères qui permettent d'affirmer l'existence sociale d'une entité considérée par les gens qui la parlent, vécue socialement, qui fait l'objet d'actions de l'autopolitique, qu'on peut appeler en langage ordinaire, une langue. Une variété, un idiome. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet de la conversation. On n'est pas obligé d'adhérer à la proposition de Marcellesi avec le double facteur d'individuation et de reconnaissance-naissance. Moi, je le trouve particulièrement satisfaisant parce que partout où je l'ai testé, il marche. Donc, pour l'instant, je n'ai pas réussi à la réfuter. Puisqu'il n'est pas réfuté, c'est le principe même hein, de la scientificité. Tant que ce n'est pas réfuté, c'est valable. Le jour où c'est réfuté, ça n'est plus. Mais en tout cas, moi, ce à quoi je vous invite, c'est vraiment à réfléchir à ça. Parce que je pense qu'on ne peut pas avoir une réflexion scientifique sur les processus de minoritarisation, majoritarisation, si
ce qui est l'objet même de ces processus, on n'est pas capable de le définir scientifiquement, qu'on reste dans des trucs un peu pifométriques et qui ressemblent plus à la conversation de comptoir, pardon de le dire comme ça, qu'à une modélisation scientifique et théorique. À partir de là, se pose la question de reconnaître, et on va en parler, de quel objet il s'agit, sur lequel, et à partir duquel fonctionne le processus que je vous ai proposé. Pour intervenir sur le processus, il faut aussi, et j'ai terminé avec ça, il me reste 39 secondes si je ne me suis pas trompé, sur le processus, il faut aussi réfléchir à comment on intervient, et là aussi on a besoin de théoriser l'intervention, qu'on appelle politique linguistique habituellement, que moi aussi à la suite de Marcellesi, vous voyez à quel point il m'a beaucoup inspiré, j'appelle glottopolitique, on a des bonnes raisons d'affirmer cette chose-là, hein. Il faut le théoriser. Hein. Donc vous voyez qu'il y a notamment une chose, deux distinctions qui sont absolument fondamentales dans la théorie glottopolitique. La distinction centrale, c'est la distinction entre les agents et les instances. L'idée que les agents, c'est les locuteurs et les locutrices ordinaires, et les instances, c'est les organisations, c'est la fin, c'est les organisations collectives, et qu'une glottopolitique fonctionne quand on arrive à faire converger les agents et les instances. Que si les instances et les agents divergent, on va rester dans la tension qui empêchera la glottopolitique d'aboutir. Par exemple, s'il y a des instances qui veulent mettre en place une glottopolitique de déminoritarisation de certaines variétés linguistiques, mais qu'ils le font en opposition aux agents et pas avec les agents, ça ne marchera pas. Et réciproquement, il faut faire converger les agents et les instances. Dans la majorité des situations, il y a des tensions évidemment entre les agents entre eux, entre les instances entre elles et entre les agents et les instances, puisque le monde social est fait de tensions permanentes. L'autre distinction, et c'est avec ça que je terminerai pour vous remercier, c'est la distinction entre l'intervention glottopolitique à fonction symbolique ou à fonction pratique. Il ne faut pas oublier la double fonctionnalité fondamentale des langues, qui est non seulement la fonction qu'ici on appelle pratique, qui est la fonction communicationnelle, mais il ne faut pas oublier l'énorme importance de la fonction qu'ici on appelle symbolique, qui est la fonction d'identification. Y compris parce que ça permet de ne pas oublier que les gens qui sont concernés par des langues ne sont pas que les gens qui en ont une utilisation pratique, mais aussi des gens qui en font un usage symbolique. Je dis toujours, la langue première n'est pas forcément la langue première que vous avez apprise dans votre vie. Votre langue n'est pas forcément celle que vous parlez le plus ou dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ça peut être aussi celle à laquelle vous êtes le plus attaché. Et il ne faut absolument pas négliger la question des attachements. Sinon, une phrase comme « l'arabe c'est ma langue, mais je ne la parle pas », titre d'un article de Jacqueline Villiers dans les années 80, recueilli auprès d'un jeune issu de l'immigration algérienne. « L'arabe c'est ma langue, mais je ne la parle pas », ça paraît complètement contradictoire. Non, parce que fonction symbolique de la langue arabe. Et voilà, j'ai à peu près tenu le temps. Je vous remercie. À vous. Avec une petite image de la Bretagne où je vis depuis 35 ans et qui m'est chère. Merci beaucoup Philippe. On va prendre donc des questions de la salle. Si vous avez même des remarques, questions, n'hésitez pas. Et on va voir aussi si le chat a des questions. Est-ce que quelqu'un a une remarque, une question? Merci beaucoup. J'ai appris énormément de choses, n'étant pas sociolinguiste justement. Et je vais juste commencer par une question. J'aurais peut-être d'autres remarques ou questions, mais pour mieux comprendre, parce que je ne connais pas le modèle de Marcellesi, et donc mieux comprendre finalement quels sont ces critères qui permettent de bien savoir de quoi on parle en fait, ce qu'on appelle une langue ou du coup. Alors c'est un peu long, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros l'idée c'est qu'il y a un double phénomène d'individuation par les acteurs glottopolitiques, c'est-à-dire par vous et moi, par les agents, et de reconnaissance-naissance par les instances qui sont les organisations collectives, notamment les institutions, d'où mon insistance sur la notion des institutions. Et pour vérifier quelle conception elles ont, il faut toute une série de critères sur la nomination de la langue, le discours métalinguistique sur c'est quoi ce qu'on parle, ou est-ce que c'est pas la même chose, ou est-ce que c'est la même chose, l'existence d'ouvrages métalinguistiques ciblés sur cette variété-là, distincts d'ouvrages métalinguistiques ciblés sur d'autres variétés. Par exemple, pour le corse, toute l'enquête sociolinguistique corse des années 83-84, qui a permis d'établir l'existence chez les Corses
d'une langue qu'ils appellent le corse, même si elle varie du nord au sud, et c'est pas le souci, la réaction, en remplissant toute cette série de critères et en disant on n'écrit pas le corse comme du toscan, c'est pas de l'italien, nous on dit que les gens du sud de la Corse, c'est des Corses qui parlent corse, c'est pas du sarde, le sarde, c'est de l'autre côté, il faut traverser la mer, etc. etc. Donc l'idée de rassembler les prises de position collectives, des mouvements militants, des instances, etc. Quand on rassemble tout ça, on peut cocher le taux de remplissage des critères et basculer vers oui, c'est une entité individuée, non, c'est pas une entité individuée. Ce qui change considérablement la chose en termes, par exemple, de satellisation ou de désatellisation. Et je ne savais pas où situer Du coup, je ne savais pas où situer la dialectologie qui va faire un peu du quantitatif pour essayer finalement de mettre des frontières linguistiques et donc poser quand même des langues différentes potentiellement. Est-ce que ça Marcellesi disait, je ne sais pas s'il existe des langues linguistiques, je pense que non. Il n'existe que des langues sociolinguistiques parce que les langues sont des productions sociales et ne sont pas des phénomènes linguistiques. Mais la plupart des linguistes disent ça aussi. Moi, je cite toujours cette superbe phrase de Chomsky qui dit la notion de langue n'est pas une notion linguistique. Voilà. De la même façon que, alors pardonnez-moi, mais c'est une métaphore que je prends souvent. Vous avez peut-être trouvé que j'ai des métaphores un peu prosaïques, mais la notion de légume n'est pas une notion biologique. Mais elle existe socialement. Il y a quelque chose qu'on catégorise comme étant des légumes. Et pourtant, ça n'existe pas sur le plan biologique, puisque la plupart des légumes sont des fruits, des feuilles ou des racines. Et il y a une autre catégorie qu'on appelle les fruits. Les fruits ne sont pas des légumes, alors qu'il y a des légumes qui sont des fruits. Parce que socialement, c'est construit différemment. Or, les gens vivent dans le monde social, ils ne vivent pas dans le monde abstrait de l'analyse des particules qui construisent ce dont ils parlent. Ils ne savent pas ce que c'est. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu vois bien que tu parles la même langue, puisque tu as la même évolution du A latin tonique. Ça n'a aucun sens pour les gens. Et c'est pas, non, à la rigueur, mais c'est surtout, c'est pas ça qui existe socialement, c'est pas comme ça que le monde sociolinguistique existe, c'est pas sur ces bases-là. Et moi, mon travail, c'est de comprendre le fonctionnement du monde sociolinguistique. Donc, de voir comment les gens le font exister. Merci beaucoup. Oui, une question. Je suis pas sociolinguiste, mais si on applique le... Oui, ça l'a dit du lecteur de la MSF, pas du tout donc sociolinguiste ni linguiste. Simplement, si on applique le schéma de Marcellesi au napolitain, par exemple, on aboutit... Probablement, alors de ce que je sais de la situation, une situation intermédiaire. Oui, mais on aboutit donc à la conclusion que le napolitain n'est pas de l'italien, mais les napolitains se reconnaissent. Ah non, je pense qu'on n'aboutirait pas à cette conclusion-là. Il faudrait faire une étude sociolinguistique serrée. De ce que je sais, puisque la situation m'intéresse et me touche de près, de ce que j'en sais, mais il faudrait faire une véritable enquête, on ne peut pas répondre comme ça, on est probablement dans une situation d'individuation partielle qui fait qu'il y a quelque chose qui est perçu comme une entité distincte qui s'appelle le napolitain, mais qui n'est pas complètement distincte de l'italien. Et donc c'est quelque chose qui est à la fois une variation de l'italien et une variété. Oui, mais ce que je veux dire, distinction est un processus historique. La césure qui se opère entre le corse et l'italien est totalement artificielle. Parce que si vous lisez donc en 1932 le voyage d'Ungaretti en Corse, il trouve des bergers qui connaissent par cœur le tasse. Oui, bien sûr, donc, parce qu'ils ont eu une éducation sociale. C'est totalement une construction historique, bien sûr, qui relève donc de la construction d'une identité. Absolument. Et qui n'a rien à voir avec des phénomènes sociolinguistiques. Si, parce que les phénomènes sociolinguistiques ne sont que des constructions sociales. Ça, c'est peut-être pas un phénomène linguistique, mais c'est un phénomène sociolinguistique. Toute la différence est là. Je n'arrive pas à suivre, mais bon, c'est une limite. On en reparle. Mais pas la moi Est-ce que quelqu'un a une autre remarque, une question? Et juste avant, on a une bonne remarque du chat qui nous demande si on peut se présenter en fait avant de poser notre question ou faire la remarque, comme ça eux ils arrivent à savoir qui est en train de parler. Voilà, je me fais le relais du chat. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Ça marche? Oui, ça marche. Tenez-le près de votre bouche. Oui. Moi, je suis doctorant en archéologie. Oui. Et j'avais simplement une question. Ouais. Moi, j'avais une question par rapport au schéma que vous avez montré au début. Dans cette dynamique, quel est le rôle des langues qui sont en fait majorisées avec une haute valeur sociale, mais qui sont minoritaires dans le sens de quantitation.
Alors, Parce qu'en fait, c'est des langues qui sont parlées par les groupes dominants, par exemple. oui, absolument. Alors, bon, la question, d'abord, je ne suis pas sûr que la question fondamentale, ce soit la question du rôle des langues, mais c'est la question du rôle des groupes sociaux qui utilisent les langues en question. L'un des principes fondamentaux de la distinction, pour assurer la domination, il faut, c'est très bourdieusien, hein, il faut développer une distinction, et la distinction, ça consiste justement à se distinguer de la majorité. Donc, pour être du côté du major, du majoré, il faut ne pas se fondre dans la majorité quantitative. Et donc l'idée, c'est de rassembler les deux caractéristiques que sont le fait d'être minorisé et majoré. Et ça assure le verrouillage du système de pouvoir. Ouais, ça j'ai bien compris, mais quel est le rôle de ces langues dans cette dynamique de minoritarisation? Alors le rôle principal, c'est qu'elles servent de moyen de discrimination entre le minor et le major, puisque on va conditionner l'accès aux ressources économiques, culturelles, politiques, aux positions de pouvoir, on va les conditionner par l'acquisition et l'usage de la ou des variétés majorées. Et donc elles servent de filtre, elles servent à faire obstacle en fin de compte. Et c'est tout le problème que pose, et c'est aussi un problème qui concerne les gens qui travaillent sur les langues minoritaires, c'est tout le problème que pose l'élaboration des standards. Parce que le standard va créer la diglossie nécessairement. Et donc il va entrer dans ce processus de domination. Et avoir tendance à se majoritariser quelque part, donc à perdre leur statut, enfin, dans la dynamique sociale historique sur le long terme. Ben, enfin, ça peut se produire, il n'y a pas de règle absolue, puis moi je ne connais pas toutes les situations socio-linguistiques du monde, loin de là, mais en général, le système est organisé, le système français est un très bon exemple, le système français est organisé de telle sorte que l'apprentissage, l'appropriation de la variété majorée du français est rendu extrêmement difficile, y compris avec son système d'écriture absurde, bourré de contradictions, qui demande d'avoir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'accompagnement pour réussir à se l'approprier. C'est un bon exemple, hein, qui permet de faire barrage et de maintenir le barrage à l'accès aux positions dominantes. Donc, il y a toute une série de ce que j'appelle le triple enfermement. Hein. J'ai une théorie du triple enfermement des langues, hein, du triple enfermement à l'intérieur de la citadelle de domination, avec 3 barrières linguistiques les unes derrière les autres pour empêcher les dominés d'accéder aux positions de domination. Et notamment en développant une hégémonie à la place d'une domination, c'est-à-dire en posant ça comme un ordre social normal auquel on ne peut pas ne pas adhérer. Et donc on est obligé d'accepter la différence entre l'hégémonie et la domination. Ça aussi c'est Marcellesi qui me l'a appris. Comme quoi je lui tire vraiment mon chapeau. Ok, merci. Est-ce qu'on a... Oui. Bonjour. Bonjour, Véronique Bertil, maître de conférence en droit public. Merci, cher Philippe, pour cette brillante et stimulante intervention. Alors, on s'éloigne peut-être un peu de la notion de conception de minoration, mais pas tant. J'aimerais t'entendre ou vous entendre sur la question des droits linguistiques, puisque la minoration à partie liée est organisée par le statut et donc par le droit. La juriste ramène sur son terrain. Bien sûr. Est-ce que la reconnaissance de droits linguistiques permet de sortir de cette minoration? Et comment on définirait des droits linguistiques qui seraient des droits fondamentaux dans leur aspect linguistique, la liberté d'expression, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au procès, ou est-ce que ce sont des droits linguistiques que je pourrais appeler des droits fondamentaux autonomes, différents de ce niveau de droits fondamentaux qu'on connaît? Bon, alors tu connais mon intérêt pour la question juridique sur ces questions-là, merci de m'y ramener, même si je suis bien moins expert que toi. La preuve, c'est que je ne suis pas juriste ni sociolinguiste, mais quand même, on ne peut pas traiter de politique linguistique sans s'intéresser aux questions juridiques, sinon on n'y comprend rien, on dit des grosses bêtises. Alors, je sais pas si je suis capable, si je suis en mesure, suffisamment compétent pour distinguer des niveaux de droit au sens pas de l'activité juridique, mais des droits humains, hein,
La conception que j'en ai, c'est que les droits font un tout et que les droits comment on pourrait dire, se renforcent et se construisent les uns les autres, et donc effectivement le droit de parler sa langue est un droit fondamental, comme le droit à la santé, comme le droit à l'éducation, mais que ces droits sont liés, c'est-à-dire que le droit de parler sa langue est aussi une façon d'avoir droit à l'éducation, est aussi une façon d'avoir le droit à la santé, et que donc pour moi c'est pas des droits autonomes, je vois plutôt ça comme un ensemble. Par ailleurs, je dis toujours que derrière une position théorique ou épistémologique, une conception de ce que c'est que la connaissance scientifique, il y a quelque chose d'encore plus englobant qui est une éthique. Et il faut se la construire, cette éthique. Pour ma part, alors, en même temps c'est bien de le dire parce que ça fait partie du point de vue, pour ma part l'éthique c'est le corpus des droits fondamentaux et c'est pas moi qui l'ai rédigé. Hein, et quand j'argumente, y compris avec des politiques ou tu vois bien le genre de personnes qu'on peut être amené à rencontrer, je leur dis écoutez, il y a un consensus international absolument massif sur le fait que l'ensemble de ces droits sont la base de la vie dans les sociétés et qu'ils doivent absolument être garantis. Donc ils ne sont pas négociables. Et je dis aussi toujours, mais ça tiens, il faudra qu'on en parle, j'aimerais bien ton avis là-dessus, il n'y a pas de devoir distinct des droits, les devoirs sont les droits des autres. Mes devoirs sont le respect des droits des autres et les droits se définissent les uns par rapport aux autres et les droits des individus par rapport à d'autres individus, de la collectivité par rapport à d'autres collectifs. Donc, mais absolument, c'est une question fondamentale parce que si on considère qu'être en situation de minoration, ça pose un problème, il faut dire pourquoi. Parce que ça ne respecte pas une base absolument fondamentale qui est le droit à utiliser sa propre langue. Et c'est soi-même qui définit quelle est sa propre langue. Personne ne peut le définir à votre place. C'est la raison pour laquelle il y a cette forme, enfin c'est l'une des raisons principales pour laquelle il y a cette formulation tout à fait tarabiscotée dans la modification de l'article 225 du Code pénal de 2016, tu sais, hein, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Alors, quand on creuse et qu'on demande l'intention du législateur, hein, ils disent bien que c'est parce qu'on ne peut pas simplement dire aux gens, mais du moment que vous pouvez parler français, vos droits sont respectés. La capacité, et d'ailleurs c'est dit dans la présentation de l'amendement par les députés, la capacité à parler une autre langue est distincte de la capacité à parler français. Donc vous avez le droit de choisir de vous exprimer dans une autre langue que vous considérez être votre langue, même si vous êtes capable de vous exprimer en français. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est une borne absolument fondamentale. Après je sais bien qu'on peut aussi remettre en question ces fondements-là. Enfin à force de remettre en question les fondements des fondements, à un moment donné il n'y a plus rien, on est face à un grand trou et on a besoin d'avoir des repères. Et pour moi les repères ils sont là. Donc voilà, droits linguistiques fondamentaux qui sont liés aux autres droits, dont la liberté d'expression. On a débattu là-dessus un certain nombre d'entre nous récemment suite à la décision de la Cour administrative d'appel de Toulouse, je crois que c'est celle de Toulouse, hein, voilà. Bon. Enfin, voilà ma réponse. Merci. On a le temps de prendre encore une ou deux questions, si quelqu'un a une remarque ou une question. Oui. Bonjour Philippe, Alain Biot, sociolinguiste également. Merci pour cette très stimulante présentation, tout d'abord. Et bon, j'adhère moi aussi, et j'ai toujours adhéré aux propositions de Marcellesi. Et ayant travaillé sur l'Occitan, je ne fais pas partie de la majorité de ceux qui ont travaillé sur l'Occitan à cet égard. Mais bon, je m'en suis toujours tenu à ça. Par ailleurs, je me demandais, donc, dans ce processus déminoritarisation, c'est juste un peu d'entraînement, ça viendra. Je vais m'entraîner, c'est promis. Et est-ce que, voilà, quelle est comment peut-on théoriser, je dirais, la limite, peut-être à la fatalité de la tendance à aller vers un standard? Et je pense très concrètement au débat qui existe en Corse depuis longtemps, Marcellesi l'avait évoqué aussi, mais qui devient de plus en plus crucial actuellement avec les discussions, les demandes vers une reconnaissance d'un statut de langue officielle. Alors, il y a plusieurs possibilités, bien sûr, à cet égard.
mais la discussion se fait entre les collègues que tu connais à l'université de Portet, les enseignants qui eux-mêmes ont des pratiques de standardisation spontanée, presque inévitables. Et voilà, aboutir tout cela, comment, je dirais, par rapport au modèle théorique, combiner cela avec, je dirais, les approches qu'on a de la notion du concept de diversité. Sacrée question, merci. Comme ça, on pourra en parler aussi à la pause. Et ça envoie aussi au roi, bien sûr. Eh oui, oui, bien sûr. Alors, quelques éléments de réponse, pas une réponse entière, complète et définitive, je ne crois pas que ce soit possible d'ailleurs. D'abord, ça pose la question du niveau, du niveau sociopolitique où on place le problème. Est-ce que on est engagé vers un travail sur la question de la place de la langue dans la société, ou en acceptant le reste des règles sociales, y compris la tendance à la standardisation. Toutes les langues dominantes sont des langues standardisées. Moi j'ai eu des nombreux débats, je me rappelle avec des collègues catalans, en leur montrant aussi les problèmes que pose la standardisation du catalan. Ils me disaient, bah oui, mais si on n'avait pas le standard, comme le castillan a un standard, comme le français a un standard, avec un geste qui signifiait ça, on l'aurait dans l'os. Bon, je peux comprendre. Soit on se dit, le fond du problème, c'est pas un problème linguistique, c'est un problème de conception de la société. Et on veut essayer d'œuvrer pour une société dans laquelle il n'y ait pas de système de domination. Et dans ce cas-là, si on considère qu'un standard, c'est une des nombreuses formes des systèmes de domination, on dit on ne veut pas de standard parce qu'on ne veut pas de domination. C'est-à-dire qu'on ne veut pas réintroduire de la diglossie dans un système dont on dénonce la diglossie. Mais je reconnais que c'est un projet philosophique et politique particulièrement ambitieux et qu'on n'est pas certain d'y arriver. J'ai pas l'impression que le monde aille dans le bon sens. Donc je comprends en même temps l'attitude intermédiaire. Mais moi, ça a toujours été plutôt ça ma position. C'est-à-dire, si je dénonce la diglossie comme un système d'oppression, pour le dire en termes politiques, je ne peux pas produire une autre diglossie à la place de la diglossie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi analysé, ça m'a valu de nombreuses inimitiés dans les milieux militants, les stratégies militantes comme étant des stratégies, comme je l'ai écrit, je l'assume, pour devenir dominant à la place du dominant. Ils n'ont pas aimé. Mais en même temps, je suis désolé, mais j'avais tous les éléments qui montraient que c'était ça, en fin de compte, le projet. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, la réponse, elle est là aussi. Ils étaient forts quand même, Marcellesi et Guépin. C'est l'idée d'une glottopolitique autogestionnaire. C'est-à-dire, si les pratiques sociales spontanées, pour employer le terme que tu as employé, qui me convient tout à fait, convergent vers un certain nombre de formes qui deviennent de plus en plus communément partagées, et que c'est un choix de type démocratique, autogestionnaire, d'ailleurs vous avez vu qu'il dit autogestionnaire, hein, et que les gens convergent vers une forme qui est une forme commune qui va être utilisée pour certains écrits, pour les formes institutionnelles, etc., ben les gens font bien ce qu'ils veulent avec leur langue et c'est leur dynamique glottopolitique. Là où ça pose problème, c'est quand on est soit dans la glottopolitique dite libérale au sens français du terme, c'est-à-dire où on laisse les dominants l'emporter sur les dominés sans intervention, sans régulation, ou pire encore, dirigiste, où il y a des gens qui s'arrogent le pouvoir de définir le standard et de l'imposer aux autres. Et en général, dans ces cas-là, le standard qu'ils définissent est très proche de ce qu'ils parlaient déjà. Puisque du coup, ça va leur donner cette position de pouvoir, de prestige et de faire obstacle à l'accès à la position de pouvoir, etc. Donc il y a un bout de réponse, c'est la question de l'émergence autogérée d'une forme partagée. Je ne suis même pas sûr qu'il faille l'appeler un standard, mettons qu'on l'appelle un standard, qui peut résoudre un certain nombre de problèmes qu'en ce moment même, effectivement, nos collègues corses se rencontrent, parce que depuis 40 ans d'approche polynomique, ils en mesurent tous les bienfaits, et je suis inconvaincu de l'approche polynomique, y compris pour sa fonctionnalité sociale et politique, mais ils voient bien qu'ils rencontrent aussi un certain nombre de limites, et que du coup, il faut trouver une solution pour faire avec les limites, ou en tout cas essayer de les intégrer. Oui, merci de la réponse. J'adhère à ce que tu dis, et là, le cas corse constitue un laboratoire à suivre vraiment de près. Absolument, tout à fait d'accord. En tout cas, je pense... Une dernière chose, par rapport à la question de l'identification linguistique, l'adhésion personnelle à une langue, etc. Bon, je renvoie à la citation de Liliès que tu as faite au sujet de l'arabe.
en Catalogne, là, la sociolinguistique, je dirais l'aménagement linguistique, a développé la notion de langue d'identification, je trouve assez intéressant. Moi aussi, ouais. C'est une bonne façon de le dire, je trouve aussi. Merci. Je crois qu'il y a Valérie qui voulait ajouter Oui, non, quelque je voulais chose. juste faire une petite remarque, parce que je pense que les deux schémas que tu as présentés s'imbriquent quelque part, parce qu'il y a la question des représentations qui est centrale. Il faut que tu prennes le micro pour les gens à distance. en ligne. Valérie Avila, Université de Porto et Montaigne d'ailleurs. Non, je disais que les deux schémas s'imbriquent parce qu'il y a la question centrale des représentations. Si on pense aux agents, là je viens le deuxième schéma au rôle des agents, parce qu'il faudrait qu'ils désacralisent la norme pour s'éloigner du centre gravitationnel et pouvoir penser autrement et aller vers ce côté auto-gestionnaire. Parce qu'il y a aussi... donc je pense que ce qui est intéressant dans la proposition glottopolitique, c'est vraiment le rôle des agents et les micro-actes des agents pour éventuellement imaginer un changement. Oui, d'autant que dans la plupart des situations que je connais, mais comme je vous dis, je ne les connais pas toutes, et je ne les connais pas toutes très bien, le processus, parce qu'il faut, pour que le processus se mette en route, il faut le lancer par l'un des pôles. Il y a un des pôles qui lance le processus. Et ensuite, le reste de la machine se met à tourner. Et le processus par lequel on a lancé la machine de minoritarisation, en général, c'est le processus du statut. C'est le processus de la minoration. On commence par minorer, et quand on minore, si le processus prend, en même temps on majore l'autre, et quand on réussit à lancer le processus du point de vue qualitatif, ça produit des effets quantitatifs qui vont eux-mêmes alimenter, parce que vous voyez, il y a plus de gens qui parlent cette langue et moins qui parlent celle-là, ça justifie qu'elle ait un statut moindre, etc. Et ça renforce le processus. Donc la question du travail sur les représentations autour du statut, de la valuation sociale des ressources linguistiques, me semble être la voie d'entrée dans la majorité des situations, mais pas dans toutes. Il y a des situations dans lesquelles c'est par le quantitatif qu'on est entré, y compris quand on est passé par des phases génocidaires. Il ne faut pas oublier que l'histoire de l'humanité, elle est aussi marquée par ça. Genre les langues autochtones du continent américain. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on peut applaudir Philippe Blanchet. Et merci pour vos questions.